Bonjour, bonsoir chez vous. C'est selon le lieu ou le pays où vous nous recevez. Émission Face à la vérité, énième numéro, chapeauté par le groupe Superstar. À la Web TV, c'est Ozamboga. Vous l'avez constaté sur le plateau, nous avons deux éminents invités. Je ne suis pas seul en termes de présentation. Nous avons face à moi, j'ai euh, le doyen, le grand GHB Jean-Hilaire Bitegué, journaliste d'investigation. Et comme invité à cette émission, nous avons face à face deux invités de marque. En face, j'ai monsieur Pascal Nkoulou, analyste politique et chef de parti politique. À côté de moi, j'ai un activiste engagé en la personne de monsieur Bob Mengom, matricule 241. 212. 212, j'y arrive. Non, tellement habitué au matricule de notre pays, le Gabon, tellement patriote dans l'âme. Donc, matricule, je rectifie, 212. Candidat à la mort, il nous dira peut-être. Matricule 212, il nous dira aussi de quoi il s'agit. Mais pour l'heure, bonjour à tout le monde. Ça va? Bonjour. GHP, ça fait du bien de se retrouver. Oui, toujours pour essayer d'édifier. Édifier nos abonnés, les abonnés de la Web TV au Tambola, et surtout essayer de coller avec l'actualité du moment, l'actualité qui fera sûrement jaser certains et faire rire d'autres. Mais en tout cas, l'actualité croustillante cette semaine, et au Tambola TV ne pouvait pas rester en marche. Bob Mengom, comment vous sentez sur le plateau de Face à la vérité? La Web TV, c'est Ozamboga. Ben, écoutez, je me sens comme d'habitude. Je me sens bien. D'accord. Comme d'habitude, de toute façon. D'accord. Pascal Nkoulou? Bon, écoutez, je suis heureux d'avoir été invité à votre émission. Je souhaite, puisque c'est la première fois que j'arrive sur ce magnifique plateau, je souhaite évidemment que vous ayez plein de succès et que Ozamboga TV connaisse une renommée et un intérêt grandissant, surtout que nous allons vers une séquence nationale où l'enjeu et les questions politiques vont être de mise. Voilà, nous allons rentrer de plein pied, après ce décor planté, de plein pied dans les thèmes qui nous amènent dans ce plateau, dans cette émission, allais-je dire. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema dans le Wellington décryptage. Au programme, la probable libération de Kelly Ondo. Pourquoi Brice Clotaire Oligui Nguema hésite-t-il de libérer ce jeune officier? Surtout que ouais. Kelly Ondo est en prison pour avoir tenté de faire ce que Brice Clotaire Oligui Nguema a fait. Lui, il a eu de la déveine, Brice Clotaire a eu de la veine. C'est-à-dire que les deux, l'esprit est le même. D'accord. Alors, en toute logique, si logique il y a en politique, ils devaient s'entendre, se comprendre et surtout se soutenir. Bon, comme les choses politiques sont compliquées, Pascal Nkoulou, rompu à la chose politique, aux analyses politiques, et il n'en démord pas. Et d'ailleurs, c'est pour cela que tous ceux qui suivent l'actualité politique au Gabon suivent forcément Pascal Nkoulou. Bon, écoutez, je crois que... Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui demande aux populations gabonaises, qui demande aux militaires de son corps d'origine d'attendre que le garde des Sceaux lui donne le quitus pour qu'il puisse faire, comme on dit souvent, des mesures de grâce. Et que ces mesures de grâce devaient toucher, dans le cas où il est encore président, Kelly, en décembre prochain. Bon, il faut rester dans le contexte. Tout le monde sait que le président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, est dans une séquence de transition. Dans une séquence de transition, il y a un certain nombre de paramètres qui permettent à la fois à la communauté nationale, mais également à la communauté internationale d'apprécier certains facteurs, notamment au niveau de la gouvernance et du respect qu'il y a dans le cas de la séparation des pouvoirs. La grâce présidentielle, comme tout le monde le sait, est l'un des privilèges qui est accordé au premier magistrat de la nation, en l'occurrence le chef de l'État. Il lui revient, en fonction des dispositions régulières, d'accorder. En fait, la grâce est beaucoup plus une remise de peine
au regard du temps qui reste par rapport à un détenu à exécuter en détention. Donc, le président peut décider d'écourter ce temps à mettre encore en prison, mais la remise de la grâce présidentielle n'est pas une annulation ou l'absence d'interdiction de procès. Et pour même en bénéficier, il faut déjà avoir été jugé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on prend le cas particulier de Kelly Ondobia, il a déjà été jugé, il est condamné, il rentre effectivement dans le cadre de ceux qui peuvent bénéficier de la grâce. Mais là encore, au niveau des dispositions légales sur le plan judiciaire, ce n'est pas tous ceux qui sont condamnés qui bénéficient de la grâce. Ça dépend de la nature du crime. Or, effectivement, une certaine interprétation fait dire qu'il y a eu des morts pendant cette situation créée par Kelly Ondobia, mais tout le monde s'accorde également à reconnaître que ce n'est pas Kelly Ondobia qui est à l'origine des décès enregistrés au cours de cette situation de trouble. Bon. Est-ce qu'il peut Si on peut mieux Donc, vous comprendre. on ne lui retiendra pas. Monsieur Koulou, Oui. si on peut mieux vous comprendre, est-ce que pour vous, faire un coup d'État, c'est attenter à un crime? Bon. Kelly Ondobia a appelé à une insurrection populaire. Ça, il faut rester dans le cadre de ce qui s'est fait. Insurrection ou soulèvement? Non, il est appelé parce qu'il n'y a pas eu. On ne peut pas juger d'un acte qui n'a pas été conclu. On ne peut pas non plus juger d'une intention. Il a appelé à une insurrection populaire. Et par la suite, il a été maîtrisé parce qu'effectivement, en possession d'armes de guerre. Ce qui lui est reproché, c'est d'être en possession d'armes de guerre dans un espace public, appelant la population à se soulever. Le fait de faire le coup d'État suppose qu'il aurait soit investi les locaux des domiciles privés ou officiels du président en exercice de l'époque, en l'occurrence M. Ali Bongo Ondimba, ou aurait tenté une prise de pouvoir en investissant donc des institutions régulières. Il s'est rendu à la télévision nationale et a appelé le peuple gabonais à se soulever. Voilà ce qui lui est reproché. Malheureusement, dans le cadre du retour à l'ordre, il y a eu des incidents qui ont conduit à la mort de ceux qui l'accompagnaient. En français facile, donc, une prise de pouvoir tentée par les armes. Ben écoutez, pris comme tel, est-ce qu'on peut considérer que c'est un criminel pour qu'il ne rentre pas dans le cadre des mesures de la grâce présidentielle? Non. Donc c'est pour ça que le président en parle. Il en parle parce qu'il sait que Kelly Ondobia ne rentre pas dans le cadre des personnes qui ne peuvent pas bénéficier. Parce que si vous êtes accusé de meurtre ou si vous êtes condamné pour meurtre, vous ne pouvez pas rentrer dans le cadre de la grâce présidentielle. Si vous êtes accusé. Exactement, M. Passon. Nous, on comprend qu'en droit, l'intention pour l'action. C'est l'intention de faire un coup d'État qui amène Kelly Ondobia en prison. Mais l'activiste, matricule 212, candidat à la mort, M. Bongo. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du cas Kelly et de la déclaration de Brice Clotaire Guy Amidi? Je vous remercie. La déclaration du prince des Bétons à Mindic me fait rire énormément. Reprenez là. J'ai dit le prince des Bétons m'amuse. J'assume mes propos. Nous savons parfaitement le crime n'est pas... Le détournement est un crime. Le détournement, c'est qui? c'est la première institution de ce pays. Vous qualifiez de prince de béton. J'ai dit, c'est la première institution de ce pays, c'est le prince de béton. Béton à cause de... Il n'y a qu'à voir, puisqu'il met les bétons partout, bientôt aussi il met des bétons. Et bientôt, il mettra aussi, bientôt aussi, il mettra les lits en béton dans les casernes. Oui, il faut que ça dure. Bien naturellement. D'accord. Alors, vu comme ça, on comprend mieux. Alors, le prince de béton, j'ai dit, ça m'amuse, cette déclaration à musique. C'est une déclaration politique. Parce qu'il est en campagne. Qu'on le veuille ou pas, il est en campagne. Léon Zué, qui a les chefs d'accusation les plus kilométriques du Gabon, que le Gabon n'est jamais connu, a été libéré. Tous ceux qui ont tourné, qui ont détourné, qui ont mis l'économie gabonaise en mal, ils ont été graciés. Mais mieux, l'ancien directeur général de la CAMJS, non seulement il le fait sortir, mais il est venu dire lui-même
c'était un coup monté. Mais ce n'était pas la justice qui veut le blanchir. C'est le prince de béton. Alors, c'est qu'on reproche au prince de béton. Parce qu'on va sur... C'est les actes que je regarde. Ce sont les faits. Le prince de béton, qu'est-ce qu'il dit? Il dit depuis 2009, nous avons essayé, 2016, nous avons essayé, et c'est en 2023 que nous avons réussi. Et à titre de rappel, le prince de béton n'est pas un béret vert. Il devient béret vert, c'est un béret noir. Il devient béret vert. Donc il n'est pas d'origine glaciaire. C'est un fontancais. Alors, lorsqu'il vient dire, on attend la grâce, et encore, la grâce, lorsque le tribunal rend une décision, la décision doit préciser si il ne bénéficiera pas des remises de peine. Mais si ce n'est pas spécifié dans une décision de justice, il peut bénéficier, ça peut être annulé parce que la grâce est c'est un décret. Il a bien libéré les autres. Il peut bien libérer Kelly Ondor. Mais c'est la discussion du président de la République. Et puis on va vous demander, on ne vous interdira pas de continuer à appeler le président de la République de béton, mais on peut faire que vous disiez Monsieur Brice Clotaire Oligui, alias point de béton, parce que c'est votre liberté. Il est président ou quoi? Il est président de la transition. Il est président de la transition. Bon, après un coup d'État. Ah non, c'est discutable. Mais comme je suis modérateur, J'ai dit, la définition... le coup d'État n'a pas d'autre définition. Du fait d'avoir renversé les institutions, c'est ce qu'on appelle un coup d'État. Est-ce qu'il a renversé les institutions? Monsieur Bétegué. Monsieur Nkoulou, je sais que ça vous touche, mais nous allons remettre l'église au milieu du village. La définition du coup d'État, c'est la rupture brutale d'un pouvoir démocratiquement élu. Et quand Brice Clotaire Oligui Nguema est venu au pouvoir, il n'y avait plus de pouvoir élu. Parce qu'Ali Bongo, qui était président de la République sortante, n'était plus au moment des élections. Il était devenu simple citoyen. Voilà. Et si on remonte dans le temps, tous les Gabonais, vous les premiers, nous conviendrons que l'élection d'Ali Bongo en 2016 n'a pas été une élection démocratique. Donc, dans tous les sens, on ne peut pas parler de coup d'État sur ce qui est arrivé et dont M. Oligui Nguema était à la tête. Mais on comprend que c'est un peu par la faute des militaires que tout a été remis à plat, mais pas le pouvoir. Monsieur Nkoulou, on revient, Monsieur Nkoulou. Oui, non, je voulais simplement apporter les mêmes précisions que vous en disant que, vous savez, dans toute disposition légale, la première disposition légale, c'est la souveraineté du peuple. Et tout ce qui concourt à redonner au peuple une orientation claire est sain. Il n'existe nulle part dans le monde une disposition qui annule la volonté du peuple. C'est pour ça, quelle que soit la constitution que vous prenez, c'est la souveraineté du peuple qui est la première loi. Or, dans le cas du Gabon, cette souveraineté ne s'exerçant plus, l'armée, qui est une institution qui obéit à la volonté du peuple, se doit de remettre le pays dans le sens de la marche voulue par le peuple. Donc, ce qui s'est passé en 2023 était certes une intrusion des militaires dans la vie politique de notre pays, mais il n'y a pas eu d'interruption d'ordre institutionnel dans le sens où un président régulièrement élu, bénéficiant de la confiance de son peuple, exerçant son pouvoir de manière régulière, se serait vu être démis de ses fonctions. Mieux, nous étions à la fin d'un processus électoral que tout le monde savait difficile, mais surtout incapable de reconduire à une organisation de la vie de la façon la plus ordinaire qui soit. Donc, c'est vrai, on va, parce que c'est l'utilisation usuelle, on dit le coup d'État, mais pour ce qui est du Gabon, il n'y a pas eu d'interruption d'exercice consensuel d'un chef d'État. Et c'est là pour ça que les Gabonais l'ont salué. Monsieur Nkoulou, je ne vais pas me faire distraire. Ce n'est pas possible. Soyez lucide. Je suis clair et j'ai dit, ils ont renversé les institutions. Vous avez la légitimité et la légalité. La légitimité, on le tire du peuple gabonais. En 2009, en 2016, est-ce que Ali Bongo avait eu une légitimité du peuple gabonais? Je dis non.
il avait eu la légalité. C'est sur cette légalité que M. Ali Bongo a exercé dans ce pays. Et naturellement, avec ses alliés satellites, M. Nkoulou en fait partie. Puisqu'il a bien défendu cette légalité et non la légitimité du peuple. Donc, il ne faut pas qu'on vienne nous faire croire. Et vous combattiez le pouvoir d'Ali Bongo? Je les ai toujours combattus. Et je n'ai jamais été au PDG. Je n'ai même jamais sympathisé avec le PDG. Donc, aujourd'hui, le prince de Béton il a une légalité, mais il n'a pas de légitimité, que je sache. On est d'accord avec vous. Donc, il n'a pas été élu, il n'y a pas eu élection. Lorsque M. Ali, en 2023, avant qu'on le renverse, on l'avait déjà proclamé Ali Bongo vainqueur des élections. Il avait déjà été proclamé. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va venir me faire croire, à moi, Bob Lingom, que ce n'était pas un coup d'État. Ne soyez pas, il faudrait que les Gabonais arrêtent que quand ils trouvent un intérêt quelque part, on défend un système. Ce n'est pas bien pour nos consciences. J'ai dit, et je répète, la question de Kelly Ondor, le prince de Béton est en train de distraire les Gabonais. Je vais aller un peu plus loin. Allez-y. Avant qu'il n'arrive à Mindik, il y a eu d'abord des délinquants qui sont arrivés à Mindik pour empêcher un citoyen gabonais de franchir Mindik. Et quelqu'un s'est permis de dire, s'il franchissait Mindik, il allait le tirer, poum, 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 poum. Ni le procureur de la République, qui pouvait se auto-saisir, puisque la vidéo était devenue virale. Il n'a rien dit à ce sujet. Il y a une dame qui a perdu son enfant à l'hôpital parce que manque de soins. À l'hôpital de Mindik. Le prince de Béton ne s'est pas intéressé sur la question. C'est que le prince de Béton a trouvé mieux à venir raconter aux gens, c'est de nous faire comprendre qu'il a son homonyme qui doit construire une maison. Voilà où il nous a mené. Pendant ce temps, il y a une dame qui est encore en train de pleurer son enfant qui est décédé par manque de soins. Et on veut me faire croire aux Gabonais que c'est un coup de libération. Quel coup de libération? Le coup d'État n'a pas une autre définition. Le coup d'État, c'est un coup d'État. Et Kelly Ondor a tenté, et lui-même le reconnaît, que Kelly Ondor a tenté de le faire, mais il a échoué. Lui-même, le prince de Béton, le reconnaît lui-même. Ce n'est pas vous qui allez venir faire croire aux Gabonais que c'est que le prince de Béton lui-même a reconnu sur le plan national et international. Et venir nous a reconnu. Qu'est-ce qu'il a reconnu? Que Kelly avait raté son coup d'État. Monsieur, je peux vous poser une question. À partir de ce moment. Est-ce que le fait que le président dise quelque chose, même s'il est président, ça suppose que ce qu'il dit est vrai? Est-ce qu'il n'est pas susceptible d'erreur? Moi, je veux seulement. Je vous le conseille. Ça veut dire qu'en ce moment, le prince de Béton peut dire. Il a aussi fait une erreur en disant qu'il ne va pas se présenter. Non. Et on est sur le fait de Mindik. J'ai dit, il ne s'est pas trompé, il était lucide. Oui, on va ramener. On va ramener le débat dans le sens voulu par la programmation. On continue à vous dire que Ali Bongo n'était plus président. Il venait d'être élu. Il avait cette légalité. Monsieur Bob, on sait qu'est élu et reconnu comme président de la République celui qui a été déclaré par l'organisateur des élections et adjugé par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'avait pas encore reconnu que M. Ali Bongo était président. Donc, il n'y avait pas de président à cette époque. Mais, comme tout peuple est libre de changer ses lois, même les meilleures, le peuple a applaudi Olivier Nguema au 30. Bon, peut-être une partie de ce peuple déchante aujourd'hui, mais gardons quand même en tête qu'Olivier avait la légitimité. La légalité ne l'a pas, parce qu'il n'est pas passé par des élections. Soit. Mais il a quand même, pour une fois, parlé de Kelly Ondor. Bien sûr, bien sûr. En disant que c'est en décembre que le plus souvent arrive des grâces présidentielles et il sera facile pour lui de décréter cette grâce présidentielle en faveur de Kelly Ondor, même si ça peut laisser supposer qu'il est déjà sûr d'être candidat et de gagner ces élections. Ce ne sont que des supputations de journalistes. Mais, vous êtes candidat à la mort.
Lui, il est, vous avez dit, défenseur ou défendeur patenté du pouvoir d'Abi, mais aujourd'hui, il est défendeur du pouvoir de celui qui a enlevé Abi. Pourquoi vous ne nous entendez pas? Puisque vous avez été le combattant farouche d'Ali Bongo, et lui, il est celui qui a mis avec celui qui a enlevé celui que vous n'aimez pas. Vous devez vous comprendre, parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Je vais d'abord commencer par vous. Vous ne vous entendez pas sur le point de la transition, soutenir... Rapidement, avant qu'on évolue, parce qu'il y a encore d'autres points. Je ne suis l'ennemi des personnes, même pas du prince de béton. Ce n'est pas mon ennemi. C'est votre adversaire? Je ne sais pas, mais ce n'est pas mon ennemi. Je dénonce ce qui n'est pas bon. Donc, pour moi, j'estime qu'il a fait sortir les criminels financiers de prison. Il pouvait aussi faire sortir Kelly Ondor. Donc, et même les grâces dont vous parlez. Il y a la grâce en août et en décembre. C'est à cette période-là qu'on fait les grâces. Il a fait des grâces l'année passée. Et ces grâces-là, c'était les bandits qui ont commencé à agresser. Et qui sont repartis le lendemain. On ne peut pas trouver un autre mot en dehors de bandit? C'est la meilleure qualification. C'est la bonne qualification. Quand on est bandit, on est bandit. On peut parler d'un délicat. Quand on est bandit, on est bandit. Et ils sont repartis. À la période qu'il avait fait la grâce à ces personnes-là, à ces prisonniers-là, il aurait pu faire la même grâce à Kelly. Si ce n'était que ça. Je vous dis, il sait parfaitement que les gens l'attaquent sur la question de Kelly en permanence. Et pour aller rassurer les gens de Mindik, c'était de leur faire croire et de faire comprendre que Kelly va être libéré. Maintenant, supposer que le prince de béton quitte le pouvoir avant la fin de l'année, on fait quoi? Il dira son successeur. Ah bon? Bon, nous allons passer. On va évoluer. Le deuxième point, le président de la transition, Oligui Nguema, nomme un jeune de Mindik au poste de conseiller spécial. Le jeune se prénomme Norbert. C'est un choix stratégique ou symbolique? Il faut enchaîner la question, modérateur. Non, mais la question elle est bien posée. Ce n'est pas la première fois que l'on voit, on ne va pas dire par coup de tête, mais de manière tout à fait curieuse, le président de la transition, chef de l'État, comptait lors de ces passages des jeunes Gabonais pour leur donner automatiquement des responsabilités ou des emplois. Nous l'avons vu avec plusieurs jeunes qui ont, dans une organisation domestique, assuré sa sécurité lors du passage du président de la transition dans leur localité. Et puis, comble de grâce, il les a cooptés pour qu'ils regagnent les rangs de l'armée. Beaucoup ont applaudi, mais est-ce que c'est dans les règles de l'art? On peut dire oui, il est général de brigade, donc il sait le fonctionnement de l'armée, il peut se permettre de le faire quand il sait que ça peut rentrer dans les cordes de l'armée. Bon, cette fois-ci, c'est, semble-t-il, un conseiller à la présidence qu'il a coopté, semble-t-il, dans la foule. Est-ce au pif? Est-ce quelque chose de réfléchi et de préparé? Quelle est votre lecture de cette situation? Ma question en termes d'étonnement, c'est que pourquoi le fait que le président permette à un jeune de bénéficier d'une opportunité au fin de structurer, d'organiser sa vie dans des conditions les plus décentes poserait problème. La première interrogation que j'ai. Et ensuite, qui a un peu de problème? Oui, non, parce que le fait même d'en parler, s'il vous plaît, permettez, le fait d'en parler suppose au moins deux choses. C'est soit le jeune n'est pas méritant, ou alors le président n'a pas les prérogatives qui lui permettent en tout instant de désigner un collaborateur, tel qu'il soit, où qu'il soit. Non, c'est surtout la méthode, monsieur. Non, s'il vous plaît, nous parlons du président de la République. C'est la méthode. Je vais vous raconter l'histoire entre le général de Gaulle et le général Chaban-Delmas. De Gaulle, fraîchement rentrant d'Angleterre après la libération de la France, croise un jeune soldat. Il dit, alors vous êtes qui? Dit, mon général, je suis colonel Chaban-Delmas. Non, vous n'êtes plus colonel, vous êtes général Chaban-Delmas, suivez-moi. De tout temps, des grands hommes d'État ont eu ce réflexe, cette possibilité
de lire dans les compétences, les capacités de ceux qu'ils croient sur leur chemin, des possibilités, soit d'amplifier, d'améliorer ou de participer de manière directe à ce qu'il entreprend, à sa vision ou à sa politique, et ils les choisissent les normes. Il n'y a pas 36 façons. C'est vrai que par habitude, on pense que le choix d'un collaborateur obéit à un certain nombre de critères, c'est d'abord et avant tout la volonté d'un homme. Que ça se fasse sur proposition d'un tierce, que ça se fasse sur désignation directe, c'est d'abord avant tout la volonté du président de la République, et il choisit un compatriote. C'est vrai, dans le champ d'une circonstance particulière, populaire, ouverte, il a choisi, il est son conseiller, centre lui et ce jeune homme. Le reste, on va simplement considérer une forme de spontanéité dans la capacité de lui à prendre une décision. Moi, je crois que c'est des choses à saluer. Votre comparaison nous fait penser que ça peut être peut-être le propre des généraux de brigade. Le général de Gaulle étant général de brigade, le général de Ligui, général de brigade, ils ont cette aptitude à choisir le collaborateur, on va dire entre guillemets, au pif. Mais sauf que Chaban Delmas était déjà militaire au grade de colonel. Et quand on parle de colonel en général, c'est une décision politique. Ouais. Donc, écoutez, si vous êtes nommé conseiller, c'est aussi une décision politique, c'est pas un cheminement administratif en comparaison ou à niveau à évaluer. Non, je décide de mon conseiller. Le questionnement du peuple, de la population ou d'une certaine partie de la population, c'est est-ce que c'est la méthode appropriée? Si vous, politiques, vous me dites oui, c'est la méthode appropriée, on peut faire d'un chien un ministre, on peut faire d'un roi un valet, à la volonté du prince, à la volonté du président. Non, ça ira. Monsieur Biteke, je me permets d'arrêter. Oui. Vous êtes simplement en disant, on peut faire d'un ministre un valet. Dans la situation de Minzik, le président offre une opportunité. Il le connaissait. Cela nous laisse penser que le président de la République n'a pas fait. Et ensuite, je veux dire... Il connaissait le jeune homme, il connaissait ses aptitudes. Sachant que le président a été préparé. Et là, on vous donne raison pour dire, dans ce cas-là... Non, je ne m'avance pas dire que ça a été préparé. Bon, vous ne pouvez pas adopter d'autres propositions. Moi, je saisis l'instantané et je saisis l'émotion que l'homme traduit en choisissant un homme. Pas d'émotion. Non, l'émotion, pas pour l'émotion comme étant une faiblesse caractérielle. L'émotion se lit aussi comme étant une capacité à saisir les circonstances. Le président Ligui Nguema pense aux gens qui n'ont pas les noms en haut. Et arrivé à midi, il a choisi un jeune dans la foule, qui a souvent les aptitudes et qui est connu à midi. Mais on dirait que ça touche autrement les activistes, si on voit tout ce qui se dit sur la toile. Non, ça ne touche pas les activistes en tant que tels. C'est la manière de faire qui dérange. Et je vais commencer par vous dire que le prince de béton n'est pas un grand homme. Il faut commencer d'abord par... C'est un jugement de valeur. Voilà, il n'est pas un grand homme. C'est un jugement de valeur. Oui, mais je rectifie d'abord que c'est un jugement de valeur, mais j'ai dit que ce n'est pas un grand homme. Mais et ensuite, le prince de béton... Monsieur, permettez-moi, on pourra revenir là-dessus. Non, situez d'abord, pour ceux que selon vous, c'est vous qui avez utilisé le terme, c'est un grand homme. En quoi il est un grand homme? Mais quand on est général de corps d'armée, on est un grand homme. Ne fût-ce que ça. Ne fût-ce que ça. C'est un grand homme. Oui. Vous voulez qu'on parle de son galon? Politiquement? Vous savez. Non, je vous dis que vous voulez qu'on rentre là-bas. Vous savez. Est-ce que vous portez garde qu'on rentre là-bas? Oui, il a eu son galon. Mais on n'a pas de tabou. Lorsque le décret est venu, Ali Ben était où? Mais vous avez dit que vous ne parlez plus de nous. Non, j'ai dit Ali Ben était où? Puisque vous voulez parler de son galon. Moi, je ne veux pas parler de son galon parce que ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il est général de brigade? Oui ou non? Je vous dis, il est par défaut. Non, est-ce qu'il est? Par défaut. Est-ce qu'il est? Je vous dis, je réponds à la question. Oui, il est général, mais par défaut. Bon, et je reviens à votre question. Je vous dis, le prince de béton lui-même avait dit pour qu'on nomme quelqu'un, sauf s'il y avait encore une erreur, et ce serait maintenant des normes chez lui, qu'il fallait faire des enquêtes de moralité. Les enquêtes de moralité. Mais ce garçon-là, est-ce qu'on lui a fait des enquêtes de moralité?
On l'a déjà nommé. Rien ne nous dit non plus qu'on ne l'a pas fait. Mais ça veut dire que si ça a été fait, c'est-à-dire que c'est une mise en scène. C'est ce que ça veut dire. Si les enquêtes de moralité ont été faites bien avant, ce serait une mise en scène. Et ça donne même l'impression que c'est une mise en scène, plus que ce sont les élèves. Comment les élèves se sont retrouvés à cet endroit et à ce moment-là pour crier le nom de cette... Et en plus, c'est l'enseignant. Et je vous rappelle qu'il y a un manque d'enseignants dans l'ensemble du pays. Mais on enlève encore un enseignant pour le nommer à la présidence. C'est quel raisonnement que vous adoptez? C'est-à-dire que les enseignants ne peuvent pas bénéficier de non, je n'ai pas dit ça. Il est en fonction actuellement. Je ne dis pas qu'un enseignant ne peut pas bénéficier d'une promotion. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, nous sommes en cours d'année. Et c'est un enseignant. Il y a un manque d'enseignants dans l'ensemble du pays. Je ne suis pas contre le nom. Mais j'ai dit, la façon de le faire ce n'est pas la bonne manière. Je voudrais apporter une précision. Mais il continuera à résider à Midi parce que sa mission, c'est de contrôler tous les chantiers. Non, nous ne connaissons pas encore le caractère de sa nomination. Ça a été dit. Sa mission, c'est de contrôler tous les travaux, tous les chantiers initiés par Bruce Clotaire. Je voudrais repousser ceci. Le président de la République a la capacité, en termes de pouvoir discrétionnaire, de nommer des gens en leur donnant un titre par la fonction, mais la tâche s'exécute dans dans un secteur bien précis. Absolument. Vous pouvez être conseiller spécial du président de la République et continuer d'enseigner. Il n'y a aucune incompatibilité. Aujourd'hui même, c'est beaucoup plus la tendance. Est-ce qu'on peut être conseiller spécial du président de la République et continuer à être activiste? C'est l'activisme au sens où on est porteur d'opinion isolée, hein, est incompatible avec la fonction de conseiller du président, parce que la fonction de conseiller du président est une fonction assermentée. On ne dit pas n'importe quoi, on ne parle pas n'importe comment. On ne parle plus pour soi, on parle pour l'État. C'est important. Donc, on ne peut pas... C'est important de le dire. Mais l'activiste ne parle pas pour soi, hein. Il parle pour la population. L'activiste ne répond pas, c'est-à-dire, il n'a pas d'obligation de réserve. On a beaucoup d'activistes être nommés chez Blair. Oui, mais quand on les nomme, je pense que ces gens devraient eux-mêmes faire ce qu'on appelle le parallélisme des choses. Je suis conseiller du président, tout ce que je dis, fait un renvoi au président de la République. Qu'il m'ait commis ou pas, exactement le débat que nous avons aujourd'hui. Donc ça retourne du président. C'est à moi de me dire, même si je dois continuer de m'étendre sur un certain nombre de secteurs, je le fais en recadrant ma responsabilité administrative, avec ma passion d'être un lanceur d'alerte. Ce que je voulais dire simplement, par rapport au jeune homme, au citoyen qui a été choisi par le chef de l'État, me dit que c'est qu'il va résider dans la localité en ayant une obligation de contrôle, ça ne le désengage pas de sa fonction première. Tout ce qui va arriver dans son traitement salarial, c'est qu'il va bénéficier d'une indemnité beaucoup plus élevée que celle de l'enseignant. Mais il l'exercera toujours. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que Bob Mongom nous a clairement dit qu'il n'était pas contre la promotion de ce jeune. Du jeune Norbert. Il voulait que ça se passe dans les cadres traditionnels. Bon, vous dites que les choses ont changé, les choses anciennes sont passées, toutes choses. On se dédie. Il se dédie en permanence. C'est devenu sa gymnastique pour lui. C'est délire. Le patron des bûcherons, grand opposant devant l'Éternel, avait répondu à tout ce qu'il disait de lui d'être quelqu'un de changeant. Il a dit c'est un chasseur. Quand un singe est sur une branche, ils disent le singe, et quand le singe change de branche, il ne reste pas à viser la branche. C'est-à-dire qu'un président de la République peut changer de point de vue quand il pense que c'est pour l'avancée de son œuvre. Bon, tout en considérant que votre point de vue n'est pas complètement faux, parce que ça rime avec la pensée du président gabonais. On reste dans le Nord pour évoluer. Alors, pourquoi le chef de l'État n'a-t-il pas fait escale à Mivoul? Cette ville fait-il peur? La légende nous raconte qu'à l'époque du feu au Mabongo, l'hélicoptère est resté suspendu dans les airs. Et puis, sous le règne de son fils, donc le système déchu, donc Ali Bongo, son hélicoptère est complètement tombé en panne. Bon, écoutez, il est vrai que dans l'histoire de la vie politique de notre pays, Mivoul a toujours été une localité particulière. Parce que depuis le Yomba d'ailleurs,
cette ville-là est riche d'histoire à la fois politique, mais beaucoup spirituelle. Et Mivou, pour tous les Olin témoins, reste également cette localité où on va se ressourcer sur divers plans. Bon, certains ont même laissé supposer en disant que oui, il n'y est pas allé parce que Ndossa a préparé des choses un peu comme on avait fait à Bongo, l'hélicoptère n'aurait pas décollé, donc les voitures allaient tomber en panne. Toutes ces choses dont les a entendues, les réseaux sociaux se sont donnés à cœur joie pour faire divers commentaires. Il faut seulement dire que ça rend dans, je veux dire, dans la culture du Gabonais, qui aime bien enrouler certains faits pour en faire des faits d'histoire de tous les jours. Non. Je crois que le président de la République n'est pas là, mais vous, parce que seulement cette tournée n'était pas une tournée de villégiature. Il avait des objectifs, des visites de chantier, de lancement de chantier et de concertation par rapport aux initiatives locales qui avaient été prises. Et donc, c'est simplement pour cela qu'il n'est pas là, mais vous, et comme on est dans une période de forte concentration en termes de gestion de temps, le président s'est consacré à l'essentiel. Une fois ces visites effectuées, il a tout bonnement repris le chemin de retour vers Libreville. Ça ne souffre d'aucun... Explication le politicien, sauf que le peuple dit partout que Josué a refusé d'aller en Israël. Un autre nom de nouveau. Que pensez-vous, Bob Mengo, matricule 212. Ben, écoutez, moi je pense que le prince de béton, déjà, ce n'est pas un courageux. Je le dis au passage. Il faut être courageux. Ce n'est pas un courageux, parce qu'il y a déjà eu... Parce que vous allez à Minvou, il faut être courageux. Oui. Parce que je vais vous expliquer, permettez-moi d'aller au bout de ma pensée. Ouais, on est accroché. Le prince de béton, avec l'affaire de Toumpa, on sait ce qui s'est passé au tribunal avec le prince de béton quand il avait été convoqué. Et la question de Mivou, pourquoi il n'est pas allé? Je ne peux pas affirmer les raisons pour lesquelles, mais je pense quand même que il y a eu quand même un petit incident entre Oyem et Mivou qui s'est passé récemment, où une dame et des dames, naturellement, ont créé une chanson où ils insultaient naturellement Albert Ndossa, et les gens de Mivou ont répliqué. Donc, toutes ces choses-là a créé une tension. Et ça peut donner une explication, les raisons pour lesquelles le prince de béton ne soit pas parti en Mivou. Parce que je ne vois pas l'intérêt. Oui, parce que Omar Bongo lui-même ne partait plus en Mivou. Donc, lui aussi, encore que lui, il est entouré des pygmées. Donc, je ne sais même pas les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas aller, ne cesse de saluer la population de Mivou. Ne cesse que faire un passage. Déjà, sur un plan politique, ça ne fait pas beau et ce n'est pas élégant pour le prince de béton qu'il soit parti dans les autres départements et qu'il ne soit pas parti à Mivou. Sur le plan politique, ce n'est pas élégant du tout. Mais moi, je crois qu'on grossit un peu la situation parce que ce n'est pas la seule ville ou le seul département que le président de la transition plus Clotaire ou de Nguema n'a pas pu visiter. À quelques encablures de Libreville, le Como Océan. Plus Clotaire ou de Nguema, depuis qu'il est au palais de Bord-de-Mer, n'a jamais visité le Como Océan. Le Como Océan, c'est 15 minutes de traversée ou 5 minutes par hélico, mais il n'a jamais visité le Como Océan. Je crois que les déplacements du président respectent certaines exigences, obligations, et voire même des visites que beaucoup ne peuvent pas maîtriser. Bon, mais sauf que le peuple n'a pas besoin effectivement de trouver des excuses au chef de l'État. Ce qui est évident, c'est que les populations du Rondem, c'est-à-dire du Mivou, ont besoin de voir aussi olympiquement fouler le sol de ce département-là. Un département qui reste d'ailleurs, M. Pascal Nkoulou, une réserve ésotérique pour le Gabon. Et tout pays africain a besoin de ces forces mystiques et spiritistes. Tout à fait, je crois que chaque partie du monde a, comme on dit, un espace qui est consacré à cette forme d'union entre les éléments spirituels qui donnent la vitalité aux éléments physiques et ceux qui détiennent donc les secrets de ces choses-là. Mais vous, un peu comme on dit, est à la fois un espace rempli de mystères, mais c'est aussi un espace où beaucoup de personnes
trouvent des solutions à leurs problèmes. Et pour revenir à ce que disait Matricule 212, si effectivement il y avait un problème de cette nature, le président aurait été heureux d'aller réactiver les relations à la fois de famille et d'amitié qu'il entretient avec beaucoup de personnalités du haut thème. Je pense simplement que le président est rigoureux dans l'exécution de son agenda qui obéit à une directive bien précise, les chantiers publics, les échanges avec ceux qui sont en charge de ces chantiers, et puis le compte rendu de visu qu'il aime lui-même s'offrir, lui ne lui laisse pas autre temps que d'avoir donc cette rigueur de gestion de son emploi du temps. Et c'est d'ailleurs un peu ce que les Gabonais veulent de plus en plus. Un président précis, régulier, qui ne se laisse pas aller aux besoins d'emphase populaire. Mais aussi un président présent, comme disait Matricule 212, candidat à la mort. Mais là, on parle de la vie. Il a besoin de vie. Et pour avoir ce souffle de vie, il faut que le président y mette les pieds. Je vous ai dit, d'abord pour rectifier le tir, le prince de béton était déjà à la pointe des nids. Il n'était peut-être pas à Nounier. Non, mais c'était pas une visite officielle. Oui, mais quand on dit visite, c'est en termes de visite officielle. Vous avez dit, il n'a jamais... En termes de visite officielle. Il a fait la tournée républicaine dans toutes les provinces, surtout dans la province d'Esquillère, où tous les départements ont été officiellement visités, sauf le Congo-Océan. D'accord. En termes de visite officielle, pourquoi on veut pour revenir sur Minvoul, je vous ai dit, le prince de béton n'est pas courageux de nature. Je dis, il n'est pas courageux de nature. Expliquez-vous. Dès qu'il entend... Mettez-vous dans le secret. Vous semblez connaître beaucoup de choses. Et en dehors de ça, le prince de béton, il est entouré de pygmées en uniforme. Le prince de béton est entouré de pygmées en uniforme. Il sait pour les raisons, il sait le travail que ces pygmées font aux côtés de lui. Donc, pour vous, c'est selon vous. Bon. Le monde entier nous suit. Parce que... Je vous dis, il sait le travail que ces pygmées font pour lui. Parce que ces pygmées n'ont jamais été à l'école, ne savent ni lire ni écrire. Ils ne savent que les feuilles, ils ne connaissent que les feuilles. Et on sait ce que c'est les pygmées ici au Gabon, ce n'est pas moi qui vais venir vous l'apprendre. Et ce sont ces pygmées, tous ces voyages, ce sont eux qui sont devant, qui sont à côté de lui, qui l'accompagnent dans tous ces voyages. Donc, si le prince de béton n'est pas allé en Minvoul, je répète, il y a eu déjà un souci entre OIM et Minvoul et ce problème continue à faire du bruit dans le Wellington. Est-ce que ce problème, vous ne voulez pas nous dire ouvertement, est-ce que ce problème concerne Oligui Nguema, président de la transition? Il est concerné, et encore que tous les problèmes qui se trouvent dans le Wellington, qui est à l'origine de ces problèmes-là, qui l'écrit? C'est bien lui. Mais il ne joue même pas, il n'a même pas joué aux pompiers. Comment il écrit? Comment il écrit? Comment il écrit? Oui. Mais par des associations satellites qui créent. Touché des associations satellites. Et il est président d'honneur. Cite-moi deux présidents qui sont des présidents d'honneur des associations. Cite-moi deux. Non, c'est une particularité. Non, c'est une... Le prince de béton... Non. Le prince de béton... Mais écoutez, quand ça vous arrange, vous prenez l'extérieur. Quand ça ne vous arrange pas, on crée une particularité au Gabon. Non, je vous dis que le prince de béton... Bon, combien de personnes qui est président d'honneur? Non, pas le président d'honneur, il est le chef suprême de Mapan. Dis-moi combien de chefs d'État au monde qui sont à la tête des organisations où il y a des bandits. Cite-moi deux, même un seul en dehors de lui. Moi, je voudrais... Monsieur Koulou, nous voulons creuser. Monsieur, je vous dis, lorsque les Mapan ont mis le prince de béton chef suprême de Mapan. Quelle est cette catégorie de Gabonais que vous taxez de bandits? Vous. Il faudrait que tout le monde sache que chez Matricule 212, il y a une catégorie de Gabonais qu'il considère comme des bandits. Qui est le président de Mapan?
C'est un jeune Gabonais qui est président de Mapane. Lorsque le prince de béton a donné le double cabine, ils sont venus inaugurer en balançant le champagne dessus. C'est qui ces Gabonais là? Ce sont les Gabonais. Les jeunes Gabonais. Quel est leur dossier? C'est quoi leur passé? Je dis, un chef d'État, le chef de prince de béton, n'avait pas besoin, par sa qualité. Dans votre conception. Non, même s'il y a une réhabilitation, pour la qualité de la personne. Il a été prisonnier, même quand il sortira, il ne sera plus digne. Non, Télé-on n'est pas pareil. Nous pensons que les pans de la société qui se considèrent comme... C'est le chef, la seule chef, la seule institution au monde qui est le chef suprême des Mapane. Au monde. Mais sachez que le mot Mapane n'existe au Gabon. C'est pas partout dans le monde. Oui, mais la qualité... Il ne peut pas avoir le mot d'ailleurs. Il ne pouvait pas être à la tête, il devait décliner. Est-ce que c'est ce qui a fait qu'il ne parte pas à nous? Restons la question, monsieur. Écoutez, je vous ai déjà dit qu'il y a déjà eu un incident entre Mimvoul et Oyem. Et les gens de Mimvoul n'ont pas caressé les gens d'Oyem dans le sens du poil. Ils ont même rappelé aux gens d'Oyem que vous venez vous soigner, si vous venez pas, c'est pas nous qui venons vers chez vous. Donc, tout ce climat territorial qui a été créé par Oyem a pu faire en sorte que le prince de béton ne puisse pas partir à Mimvoul et qu'il ne se peut pas naturellement voilà, à Mimvoul parce qu'il ira forcément à un moment ou un autre à Mimvoul. Forcément, il ira à Mimvoul à un moment ou un autre. Voilà, là, il y a beaucoup plus de sagesse. Voilà, dans votre ira par y aller. Voilà. Oyem, Mimvoul, Vital, Midi, bon, ce sont des luttes internes et fratricides. Monsieur Nkoulou. Oui. Donc, je voulais simplement revenir sur... Vous avez compris que... Oui, sur des éléments d'importance. Vous savez, monsieur Bob dit le président n'est pas un homme courageux parce qu'il aurait peur, parce qu'il utilise des personnalités à renseignement avant chaque mission. Je vais lui demander, est-ce que vous connaissez le protocole de déplacement du chef d'État américain? C'est l'un des rares hommes les mieux protégés au monde. Partout où il va, il amène sa voiture, le fonctionnement des États-Unis d'Amérique. Le chef d'État américain ne monte dans aucune autre voiture. Ça ne veut pas dire qu'il soit peureux. C'est le dispositif sécuritaire que lui impose la fonction. Quand il a un Air Force One à terre et un autre dans les airs, il voyage avec 2 avions. C'est le bombardier le plus sophistiqué du monde, c'est le dispositif sécuritaire. Lorsqu'un chef d'État obéit à un protocole sécuritaire, ça ne suffit pas qu'il soit peureux, c'est l'exigence de la fonction. Donc, ce n'est pas bon de dire ces choses-là parce que vous, demain, vous serez chef d'État, vous serez soumis au même protocole. Vous n'avez même pas la possibilité d'y déroger parce que c'est une exigence de la fonction. C'est un fait. L'autre fait, c'est la responsabilité du chef de l'État, par extension, c'est le père de la nation. Je vais faire une extension par rapport à Dieu le Père. Si Dieu, qui est notre Père, à tous, avait eu la même rigueur, si tous les hommes, plus personne n'existerait. Dans chaque circonstance, il y a un besoin de rappel à l'essentiel. Et c'est la fonction suprême du chef de l'État qui est le père de la nation. C'est le chef, mais c'est le père. Il y a une différence fondamentale entre le chef et le père. Le chef punit, le père réhabilite. C'est pour ça dans la Sainte Bible, vous avez cette histoire, on dit le fils prodige, en fait non, c'est le père qui est un père glorieux. Parce qu'il permet à quelqu'un qui a dilapidé sa fortune de revenir et de le rehausser à un autre niveau. Ça aurait été vous et moi, on aurait dit non, je t'ai donné de l'argent, tu es un bandit, tu as tout perdu, va souffrir. Le père réhabilite. Les Mapane, par extension, Oligui se veut être un gars de quartier ordinaire, des quartiers populaires, comme nous tous. Y aller et être au milieu de cette jeunesse qui est en déshérence sociale et leur dire, je suis devenu chef d'État, c'est vendre une espérance, c'est promouvoir la possibilité pour tout le monde d'arriver à des conditions de vie décentes, pourvu et pour peu qu'on reste fidèle aux principes moraux. Donc, c'est ce monde aux valeurs morales que le président vend aux jeunes. Est-ce que c'est expliqué comme ça par l'entourage du président Macron? Non. Et là, je rejoins un peu l'activiste parce que votre présentation de la chose est tellement cohérente
est perceptible que l'on se demande que fait l'entourage du chef de l'État pour expliquer les choses les plus élémentaires. Soit, ce que nous avons compris, c'est qu'un chef d'État, quand il se rend, quel que soit son âge, c'est le père de la nation, c'est le père des populations. Et pour la première fois que papa rentre dans votre maison, il faudrait qu'il y ait quelque chose à vous donner, à vous présenter. Je pense que lors de cette journée d'Angleterre, M. Olivier Nguema n'avait rien à donner, on va dire, pratiquement à cet instant-là aux populations. Le Mivoul. Alors, il a préféré attendre pour repartir avec un panier plein de choses demandées par les populations de Hontem à niveau. Mais, très bientôt, il y aura de l'électricité en abondance dans Hontem, à l'État, avec l'interconnexion énergétique que Olivier Nguema vient d'avoir avec la Guinée équatoriale. Tout a été lancé la semaine dernière, fin de semaine, avec le président Olivier Nguema Mbazogo, et la première jonction pour les 3 premiers mégawatts seront adressés à Bitam. Et qui dit Bitam dit presque Mivoul. Peut-être que ce sera l'occasion, quand l'extension ira jusqu'à Mivoul, pour que le président de la République y aille. Mais l'électricité prise à Ibibiyin pour le Gabon, 10 mégawatts. Que pense le peuple? Quelle est la lecture du peuple? Moi, je suis toujours un peu surpris de constater que autant autour de nous, il y a une évolution considérable en ce qui concerne les différentes sous-régions. Autant en Afrique centrale, on freine des 4 fers pour ne pas aller dans le sens de la marche des nations d'aujourd'hui. Vous avez l'Union européenne qui passe pratiquement bientôt sur le stade d'une union politique de manière à ce qu'il n'y a plus de politique autonome exercée par ces grands États. L'Afrique de l'Ouest, grâce à l'UMOA, a eu une grande avancée. Vous avez la circulation des populations, vous avez la circulation des biens, vous avez une forme d'interconnexion populaire qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la dynamique économique de l'Afrique de l'Ouest est de très loin, pratiquement identique de ce qui s'est fait aujourd'hui en Afrique du Sud. Bon, l'Afrique centrale a un potentiel énorme. Vous avez le grand, le grand Zaïre par défaut de jeunesse, hein, voilà. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, vous avez le Congo-Brazza, vous avez le Gabon, vous avez la Guinée équatoriale et vous avez l'Angola. Cet espace est parmi... le Cameroun. Non, le Cameroun. Quand je parle du Gabon, je vois le Cameroun. Donc cet espace est l'un des plus riches du continent, avec un potentiel énergétique, avec un potentiel minier extrêmement important. Comment pensez-vous aujourd'hui que le fait qu'il faut justement aller dans le sens de ce que chaque État est pourvoyeur en matière de richesse pour les autres États, qu'il n'y ait pas une forme d'union? Ça économise. Et ça permet aux régions, dans leur ensemble, de bénéficier de la dynamique. À la limite, moi, je suis d'avis de ce qu'il faut davantage encourager. Vous savez, le barrage qui est fait au Yo, ce barrage peut donner de l'électricité jusqu'au sud du Gabon. Mais pour des raisons de convenance, on va estimer que tel dépend de tel. Ça n'existe pas. Est-ce que ce n'est pas aussi un constat d'échec? Le Gabon était le premier producteur, par exemple, par rapport à la Guinée équatoriale, même au sud du Congo, le plus grand producteur d'électricité, d'énergie. Nous n'avions jamais connu une crise énergétique pareille, simplement parce que le pouvoir structurel, le pouvoir politique gabonais n'a pas pu suivre. Et il faut comprendre que cela puisse ressembler à un affront ou à un recul vis-à-vis des populations. Et d'ailleurs, les activistes ne se privent pas d'attaque par rapport à ce que d'autres personnes... Attention, il nous reste 10 minutes d'antenne, 10 minutes d'émission. Par rapport à l'électricité, je vais commencer par dire à mon très cher aîné, M. Nkoulou, que même quand quelque chose n'est pas bien, ayez un peu le courage de dire que ce n'est pas bien, même si on soutient un système. C'est comme ça que vous avez soutenu Ali Ben, même quand il faisait des bêtises. Et quand Ali Ben tombe, tout le monde a fui Ali Ben. Plus personne est venu dire « nous avons contribué ». Je pense quand même que à l'époque d'Ali Ben, ils avaient un projet, un très grand projet,
c'était de faire un barrage à Mindik. Le fait de. Voilà. Ils avaient cette ambition. Ils n'ont pas été capables de le faire. Et aujourd'hui, il y a un déficit en électricité parce qu'on ne prévoit rien. Ce qu'on prévoit au Gabon sur le vol, c'est ce qui est la norme. C'est ce qu'on prévoit au Gabon sur le vol, le détournement. Mais on ne prévoit pas demain, on ne prévoit pas que la population et qu'est-ce qu'on va faire de cette population? À la projection. Bon. Non, il n'y a pas ça. Donc, ce qui fait aujourd'hui que, bizarrement... Oui, étant dans le fait accompli, on a une crise énergétique. On est obligé d'aller mendier. On est obligé d'aller mendier. Le courant, d'aller mendier en Guinée équatoriale parce que... Non, on mendie quand c'est gracieusement... Je vous dis, que ça soit gracieusement, nous mendions. Lorsque nous savons, d'où vient la Guinée équatoriale, oui, et qu'est-ce qui était à l'époque, et le Gabon, et quoi était à cette époque était quoi. Oui. Donc on a eu largement le temps de rester devant la Guinée équatoriale avec les ressources que nous avons. Nous n'avons pas que le pétrole, on a l'or, on a le bois, mais la Guinée équatoriale a été transformée que grâce au pétrole. Et c'est ce pétrole-là qui a donné le développement à la Guinée équatoriale. Pendant que nous, au Gabon, c'était que le vol. Le vol, il fallait être DG pour être milliardaire, il fallait être ministre pour être milliardaire, il fallait être chef d'État pour être milliardaire. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, le déficit étant criard dans le Wellington, il a en même temps peur parce qu'il est en pleine campagne. Plus que la population de Wellington réclame l'électricité parce que régulièrement, il y a des zones qui font 2, 3, 4 jours sans courant. Donc, cette coût de popularité ne fait que diminuer dans le Wellington. Quel est le rôle du gouvernant? Ce n'est pas celui de trouver des solutions au manquement dont non, je n'ai pas dit que ce n'est pas trouver des solutions. Est-ce qu'il a eu tort d'aller parapher l'accord d'interconnexion? Je ne vous dis pas qu'il a eu tort, mais je vous dis, nous sommes allés mendier ce courant parce que nous n'avons pas eu parce que les gouvernants, ces gouvernants qui sont naturellement complices que ce sont aujourd'hui et ceux qui étaient là hier, ils ont passé leur temps à détourner. Ils n'ont jamais investi dans les barrages, dans l'électricité. Ils n'ont pas pensé à tout ça. Oui. Et c'est ce qui fait en sorte que nous sommes dans le fait accompli parce qu'il y a un manque d'électricité dans le Wellington et c'est visible. Et on ne peut pas résoudre ce problème par nous-mêmes, par le barrage de Mindik, du jour au lendemain. Donc, provisoirement, nous sommes obligés d'aller mendier le courant en Guinée équatoriale en attendant que si le barrage voit le jour un jour. Oui, donc vous allez répondre à cette question fermée. Fallait-il qu'on prenne le courant en Guinée équatoriale, oui ou non? Oui. Ok. Nous allons revoir autre chose, parce que la philosophie des chefs n'est pas la philosophie des administrés. Lors de cette cérémonie d'interconnexion, il y a eu le président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang Mazogo, qui s'est déplacé lui-même, comme l'a fait son homologue du Gabon, vice-président Obiang Nguema, pour venir donner des couleurs à cette cérémonie de finalisation de cet accord avec le lancement à Ebo de cette ligne qui va jusqu'à Habitat. Et puis il y a eu des discours. Et on sait que la seule province homogène au Gabon, c'est le Wellington. Il n'y a qu'une seule langue parce qu'il n'y a pas un métissage ou un mixage culturel là-bas. Et le hasard aurait voulu que le président de la Guinée équatoriale soit de la même culture que toute la population du Wellington. Il a tenu à parler en langue vernaculaire, en langue de femme. Et tout est sur la toile, en fait, pas tout le monde. Il y a beaucoup qui pensent, M. Nkoulou, qu'il y a eu comme une ingérence dans les affaires politiques du Gabon. Vous faites bien de dire qu'il y a eu comme... moi, j'aime bien paraphraser la Sainte Bible.
savez, il y a un passage En français que facile, j'affectionne. l'appel voilé du président Obiangema Oui, a il y voté a un au passage Ligue. que j'affectionne. Si c'est On pas dit, si le positionné comme diable est candidat. comme un lion, mais ce n'est pas un lion, il est comme un lion qui rôde. Ouais, c'est subtil. Hein? Il y a eu comme une ingérence, il n'y a pas d'ingérence. Vous savez, il faut que nous restions dans le contexte de ce qui fait la particularité des politiques africains, des chefs d'État africains. Quelle que soit la région de notre continent où vous allez, il y a un responsable politique du fait de son vécu, de sa durée au pouvoir, qui passe pour être un tout petit peu le parrain de tous les autres chefs d'État. Il n'y a pas qu'en Afrique, ça se fait. Un peu partout à travers le monde, les plus anciens veillent à ce que la culture de solidarité, d'entraide, de respect et de promotion des valeurs africaines puisse être préservée. Lorsque le président de la Guinée équatoriale exhorte le peuple gabonais à dire « Vous avez un homme d'État », où est l'ingérence? Il plébiscite quelqu'un en qui il voit des valeurs de progrès, des valeurs d'engagement, des valeurs d'abnégation et de sacrifice. Il dit, cet homme est un bon dirigeant. Pourquoi? Parce que vous savez, ça paraît simple. Est-ce qu'il n'y a pas d'ingérence? Ça paraît simple. Est-ce que ce n'est pas une consigne donnée Vers qui? vers les populations? La population. Le président Obiangema, du Wellington, Voilà. qui parle la même langue que le président de la Guinée équatoriale. Équatorial. voilà, j'en viens. Je dis, le président Obiangema est le plus ancien chef d'État en fonction en Afrique centrale. Il a été coaché, parrainé par Omar Bongo. Tout le monde le sait. Est-ce que ça faisait de la Guinée équatoriale une sorte de dépendance vis-à-vis du Gabon? Pas du tout. Mais Omar Bongo a pris sur son aile Obiangema. Obiangema avait une zone qui était presque hispanophone. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale est, sans être dans l'espace francophone, engagée dans cette dynamique avec nos francs CFA et tout ce qui a suivi. Obiangema se relie en voyant les efforts qui sont déployés par M. Brice Clotaire Oligingema, parce que tout comme lui, il est aussi militaire de carrière. Tout comme lui, il a fait un coup d'État en démettant quelqu'un dont les liens qu'il avait étaient des liens de famille, donc des liens de sang. Tout comme Brice Clotaire Oligingema, il s'est projeté vers une Guinée équatoriale prospère. Quelques années après, il a réussi ce rêve. Et il voit en Brice Clotaire Oligingema la même projection, le même engagement. Donc il le félicite et invite les Gabonais à moins de politique pour se consacrer à l'essentiel. C'est une orientation de sage. C'est-à-dire... On ne répondait pas à la question. Est-ce qu'il y a une ingérence? Il n'y a pas du tout d'ingérence. Je viens de vous dire que Obiangema en Afrique centrale... Il n'y a pas d'ingérence, mais il y a comme une ingérence. Non, Comment ça vous acceptez? Non, comme une ingérence. il n'y a pas comme... Il n'y a ni ingérence, ni comme une ingérence. Disons les choses, monsieur Bitegué, disons les choses simplement. Obiangema donne son avis sur le profil et le développement que monsieur Brice Clotaire Oligingema... On comprend que la frontière est mince entre donner son avis et donner les consignes. Vraiment très mince. Matricule 212. Obiangema a dit en langue vernaculaire, en langue fon, aux populations du Wellington qui sont toutes fon, que Dieu a donné au Gabon un homme qui a réussi à faire ce que beaucoup n'ont pas pu faire sans effusion de sang et qui a une vision de prospérité et d'engagement qui devait amener le Gabon à des lendemains meilleurs. Pourquoi encore demander qui sera le meilleur demain? Voilà, expliquer le message de Obiangema. Et ceux qui ont décrypté ont vu tout de suite comme une ingérence, comme si Obiang soutenait la candidature de Oligingema et il n'est pas encore officiel, il n'est pas encore candidat. Nous pêchons encore sans hameçon, parce que personne n'est encore candidat. Voilà, personne n'est encore candidat. Bon, je vais vous dire une chose. Je rappelle encore à mon aîné. Il nous reste 5 minutes dans 5 minutes d'émission. À mon aîné, il ne faut pas faire dans la langue de bois. Quand quelque chose n'est pas bon, il faut dire que ce n'est pas bon. C'est une ingérence. Rappelons-nous à l'époque de Ali, en 2016, le PDG reprochait déjà
à la Guinée équatoriale l'ingérence par rapport à Jean Ping. C'est pour cette raison que Jean Ping avait dit qu'il ne faisait qu'un mandat. Moi, je suis contemporain. C'est moi qui prenais les notables femmes pour les amener chez Yerindou, où ces réunions se passaient. Et la condition pour soutenir Jean Ping était qu'il fasse juste un seul mandat et pour donner un temps. Et aujourd'hui, on a critiqué ça. Eux qui étaient au PDG. Lui, il était au PDG. Non. Enfin, c'était un allié du PDG. Ils ont soutenu le PDG à cette époque. Donc, ils sont des contemporains de cette histoire. Aujourd'hui, comme le prince de béton, paraîtrait-il qu'il a un côté fan. Que vous soutenez un peu. Qui je le soutiens? Oh. Moi, je ne soutiens pas le prince de Vous béton. avez dit que vous n'êtes pas contrôlé. Mais ça ne fait pas autant, vous ne savez pas dire autant que je le soutiens. Je soutiens en quoi? Vous êtes alors quoi? Vous n'êtes ni soutien ni adversaire, vous êtes quoi? J'ai dit, je ne le soutiens pas. Donc, aujourd'hui, mais vous êtes contre lui? Je ne suis pas contre lui. Okay. J'ai dit ce qu'il fait n'est pas bon. Il doit repartir en caserne. C'est voilà ma position. Aujourd'hui, le prince de béton se retrouve en Guinée équatoriale. C'est surtout le message de Biangema. Parce que Biangema, contrairement à ce que les gens veulent nous faire croire, qu'il s'adresse aux Gabonais. Non. Il s'adresse aux Gabonais. Il s'adresse aux Gabonais, mais aux femmes, au peuple femme. Il s'adresse aux femmes du Wellington, exclusivement. Qui sont des Gabonais. Qui sont des Gabonais, mais il ne s'adresse pas à tout le peuple gabonais. Non. À partir de ce moment-là, si tu t'adresses aux femmes du Wellington, mais les Pounous vont se sentir frustrés. Et ce serait légitime pour eux. Ce serait légitime. Est-ce qui peut bien se sentir si le Congo venait parler dans l'autre Uruguay de la même manière? Personne. Mais attention, le vivre ensemble, il faut le protéger. C'est très dangereux ce que ils sont en train de faire. Il s'adresse et il va au moins à dire il est président de la CAC. Et bon. C'est lui qui commande l'Afrique en ce moment. Et il le dit, ce sont ses termes. Pour dire. Il ne le dit pas, il est. Oui, mais il le dit pour donner des garanties à qui? Au prince de béton. Mais c'est pas la CAC qui vote. Je ne suis pas dans ça. Pour dire que plus que il est venu par un coup d'État. Et les coups d'État sont condamnés, sont condamnables. Donc, il est en train de soutenir le prince pour dire, continue dans cet élan, tu es ma bénédiction. Et la preuve, c'est que quand ils ont des décès, Obiangema a des décès là-bas, dans leur famille, le père du prince de béton est toujours là-bas. Donc, c'est des alliances qu'ils ont tramées depuis fort longtemps. Oui, donc, aujourd'hui, j'ai dit le danger du discours, le danger du discours du prince de béton, c'est le vivre ensemble des Gabonais. Parce qu'aujourd'hui, le Wellington, si vous ne le savez pas, c'est le fusil du prince de béton. C'est le fusil des extrémistes qui sont les 5% dans l'autre Uruguay. Qui estiment que le Wellington n'a qu'à faire le mauvais travail que nous on faisait auparavant, mais nous on préserve nos acquis. C'est ça le danger de vivre ensemble. Et c'est menacé par le prince de béton. Votre message peut être considéré comme communautaire, comme ethnique. Mais d'ailleurs, quand je vois votre nom, Mangom Sefan, vous savez un peu l'honneur ou l'importance que le fonds porte sur la relation familiale et clanique. Comment pouvez-vous reprocher à papa de vice-clotaire Olivier Nguema, fut-il père d'un chef d'État, d'aller assister au retrait de deuil ou au deuil des membres de sa famille qui se retrouvent de l'autre côté de la Guinée? Je ne condamne pas ce fait. Et n'oubliez pas en même temps qu'il y a un militaire gabonais qui est mort en Guinée équatoriale. Et la Guinée équatoriale n'a jamais répondu au Gabon. Et pour quelle raison la Guinée équatoriale n'arrive pas à répondre au Gabon? Je vous dis, le vivre ensemble. Je n'ai jamais dit, je n'ai jamais mis en cause les liens de sang. N'ouvrons pas les placards. Non, c'est important. N'ouvrons pas les placards parce que si on arrive à ça, c'est important. C'est important. La Guinée équatoriale peut nous renvoyer les mêmes choses. Vous savez combien de Guinéens sont morts au Gabon? Et qu'on n'a jamais vu des enquêtes? Monsieur oui, monsieur, je vais vous passer la parole. Le problème, il est simple. En Afrique, on est d'abord lié par la langue, après par le sang. Si vous êtes lié à la fois et par la langue et par le sang, il est difficile de forger une barrière dans vos relations. On a bien vu Omar Bongo Ondimba partir du Gabon, aller parler Sango en Centrafrique. Les Centrafricains ne s'en sont pas offusqués.
le Gabonais grossit quand la chose est même la plus infime. Je comprends que vous êtes jaloux de votre souveraineté. Mais votre souveraineté, la nôtre, ne peut pas exister si on ne respecte pas les relations inter-États, intercommunautaires et autres. Le Pounou, le Ndzebi, va s'en offusquer. Quand Sassou vient, ou quand Lissouba venait au Gabon, il parlait Ndzebi avec Ndzebi. Il ne parlait pas français. Il n'a jamais fait des orientations. Mais qu'est-ce que sauf si vous citez une seule orientation. Qu'est-ce que tu en sais? Quand Nimboto, Zakari Nimboto était candidat au présidentiel, son principal soutien, entre guillemets, en Afrique centrale, c'était Lissouba, qui était Ndzebi. Et tout le monde a compris pourquoi, et personne n'a condamné cette relation. Parce que, en réalité, elle n'est pas incestueuse. Mais je comprends que nous voulons être plus royalistes que les rois. Il ne faudrait pas que d'autres viennent s'occuper de nos histoires. Voilà. On le comprend. Nous allons, je crois, non, je voulais nous allons terminer notre émission, mais on vous donne chacun le mot de la fin. Sur ce point précis, Une minute. Il faut bien qu'on conserve les fondamentaux de la République et les exigences de l'État. C'est très important. Vous savez, le même Obiangema a plaidé pour le Gabon au niveau de l'Union africaine lorsque nous avons été mis au banc de touche par rapport aux conventions auxquelles le Gabon souscrit en ce qui concerne l'éruption des militaires dans la vie politique. Obiangema a dit, donnons-leur des possibilités de nous prouver le contraire. Son intervention a été salutaire pour le Gabon. Et ensuite, je vais seulement vous rappeler que les mêmes remarques ont été faites lorsque le président de la République s'est rendu au Congo et qu'il ait salué le général d'armée Denis Sassou Nguesso en disant, mon général, les Gabonais ont dit, c'était une forme d'abaissement. Il y a des codes auxquels les chefs d'État sont soumis. C'est comme tout le monde. Un aîné, c'est pas parce que vous êtes président, un aîné reste un aîné. Ça fait partie de nos valeurs intrinsèques. Et c'est cette culture du respect et des codes de la République qui fait aujourd'hui encore la différence entre nous et les Occidentaux. Et moi, je pense que c'est des valeurs qu'il faut préserver et entretenir. Mieux, aujourd'hui, personne n'ignore le poids économique de la Guinée équatoriale au niveau de la CAC. C'est, en termes de devise, c'est le premier État. Donc, l'avoir comme allié potentiel est une chose pour nous. Et je termine en disant que pendant les années d'Ali Bongo, s'il y a une chose qui lui a été reprochée, c'est de s'être éloigné de la directive qu'Omar Bongo avait laissée, en n'ayant pas de bon rapport avec les chefs d'État qui entouraient le Gabon. Ça a été une difficulté pour nous sur le plan international. Aujourd'hui, le Gabon émerge. Disons bravo au chef de l'État. De toutes les manières, article 212 s'en fout quand vous parlez d'Ali Bongo parce que ce n'était pas sa tasse de thé. Votre mot de la fin. Votre mot de la fin. Est-ce que pour vous, Obiangema, au-delà de toute considération, a développé la Guinée équatoriale? Une minute. Bon, avant de venir sur Obiangema... Non, la question on va vous laisser finir pour le mot de la fin. Oui, Obiangema a développé la Guinée équatoriale. Oui, est-ce que c'est un militaire? C'est un militaire, oui. Est-ce qu'il est venu par coup d'État? Il est venu par coup d'État. Bon, allez-y, alors, on a compris. Si c'est pour me faire comprendre que le coup d'État est devenu légal, c'est que le prince de Béton finit aussi par un coup d'État. Non, je vous dis que le prince de Béton finit aussi par un coup d'État. Je vous dis, vous me permettez de terminer et de sortir. Et je vais rappeler à mon aîné Sonkoulou que je ne fais que vous rappeler que l'histoire nous poursuit et nous rattrape. Ce sont les 10 de Ali qui nous amènent encore avec le prince de Béton. Devant l'inacceptable. C'est une ingérence. Faut pas, je vous dis, ne marchez pas sur vos mots. Quand on vous enlève à votre poste ou pas, c'est votre éthique. Laissez-moi vos histoires que le prince de Béton, il y a des codes. Quel code? Il n'y a pas de code. Si le Gabon, si la Guinée équatoriale a plus de devises que le Gabon aujourd'hui, c'est la faute à qui? C'est la faute à nous-mêmes. Nous sommes des voleurs. Nos dirigeants sont que des voleurs. Il faut le dire clairement. C'est nos anciens dirigeants.
Non, ceux d'aujourd'hui ne peuvent pas justifier leur richesse. Je vous dis, et je vous mets au défi là-dessus, ne m'amenez pas sur ce débat, et nous le savons parfaitement. On nous demande où sont les caisses d'or qu'ils ont pris dans les maisons, l'argent qu'ils ont pris dans les maisons. Donc, je suis là-dessus. Je vous dis, il ne faut pas distraire les Gabonais. Ce que nous savons, c'est qu'il y a eu c'est une ingérence de la part de la Guinée équatoriale vis-à-vis du Gabon. Et pour vivre ensemble des Gabonais, il faut éviter ce genre de situations. Voilà, c'est le mot de la fin. Notre panel a été fortement animé. Il y avait Pascal Nkoulou, acteur politique, qui n'en démord pas et qui ne lâchera pas sur la politique. Et il y a l'activiste et penseur matricule 212, Boamongang. Il est tout ce qui est comme penseur libre. De toute manière, merci d'avoir répondu à l'invitation de Odaboura. Et puis, pour mener ce débat, le maître de séance était Kassim. On se retrouve très prochainement. Très prochainement. Merci. Votre humble serviteur Kassim se retire à la modération au modérateur, allais-je dire, de cette émission face à la vérité. Mon très cher aîné et doyen dans son travail, le JHB Jean-Hilaire Bité. Voilà. On se retire. Merci à la Web TV Ozamboga. Merci à toute l'équipe de la réalisation dirigée par Aristide Alogo Meteng. Voilà, j'y arrive. Merci à tout le monde. Et surtout, on se retrouve pour un prochain numéro. Face à la vérité, restons toujours face au peuple pour répondre aux besoins de nos populations. Au revoir.